Ariel Picard, bonjour Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste, mais que vous avez été pendant plusieurs années le coordinateur de l'ALIA et de l'intégration des Olim de France au ministère de l'Intégration et que vous êtes un observateur, on va dire, avisé depuis de nombreuses années de la classe politique israélienne. Alors bien entendu, ce dimanche matin, on vous interroge et on s'interroge, on peut le dire aussi en Israël, pour savoir vers où va-t-on au niveau politique en perspective donc de ces élections du 17 septembre. En particulier après les déclarations faites hier ou durant le Shabbat ou pendant le week-end, on va dire, parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que tout cela a été rédigé, par Avigdor Lieberman, qui, on va dire d'une certaine manière, a mis les points sur les i pour ceux qui n'avaient pas encore compris et qui a expliqué que, de son point de vue, eh bien, il recommandera au président de l'État, au lendemain des élections, si son parti, bien entendu, passe le seuil d'éligibilité, le représentant de la formation qui a obtenu le maximum de voix, le plus de voix, et il n'a pas écarté la possibilité donc de confier cette tâche à Benny Gantz, au parti bleu-blanc, affirmant qu'il fallait créer un gouvernement d'union nationale. Alors, la question que je vous pose, est-ce que finalement, Lieberman est en train de nous habituer à dire que il va soutenir Benny Gantz aux prochaines élections, ou en tout cas, il va soutenir la candidature de Benny Gantz au lendemain des élections pour former un gouvernement? Écoutez, il semblerait que maintenant la stratégie de Lieberman se précise de plus en plus. Je crois que Lieberman veut tout simplement jouer un peu, occuper le centre, ce fameux centre de la politique israélienne qui a toujours été décrié comme un placement qui n'existe pas, comme une position stratégique politiquement qui n'existe pas en Israël. On est soit de gauche, soit de droite. Lieberman se rend compte, à mon avis, bien sûr, comme tous les hommes politiques, il doit bien sûr se baser sur des sondages qui lui donnent un renouveau avec la position qu'il a pris de barrer en fin de compte la route du Premier ministre Netanyahou un nouveau mandat de Premier ministre. Et il a le sentiment qu'il peut surfer un petit peu sur cette vague de gens qui, d'une certaine mesure, ne sont pas tout à fait à gauche, mais qui ne veulent plus de Netanyahou, et il y voit un potentiel. Ceci étant dit, je pense que ces genres de gens ont plutôt voté bleu-blanc, Carole Lavan à la dernière. Alors c'est ça, parce que la question, c'est de dire, vous dites qu'il veut se positionner au centre, mais au centre, il y a déjà pas mal de monde. Il y a bleu-blanc qui se considère aussi comme un parti de centre. Là... Et alors, ce serait un centre entre le bleu-blanc et le Likoud. Et la question qui se pose, c'est à qui va-t-il prendre des voix, Lieberman? Est-ce qu'il va prendre des voix à votre avis au Likoud, ou alors va-t-il prendre des voix au parti bleu-blanc, qui en même temps, de son côté, lui essaye justement aussi de prendre des voix au Likoud? Comment qui va être l'électorat de Lieberman? Je pense il est évident que cette possibilité d'électorat de Lieberman de nouveau de décider un petit peu qui sera le futur Premier ministre dépend tout simplement du fait que si Netanyahou aura les 61 ou les 61 députés sans lui ou avec lui. Oui. Donc là, il joue, à mon avis, il est évident que dans un premier temps, on pense qu'il va plutôt prendre des voix de Carole Lavan, de bleu-blanc. Donc, en une certaine mesure, il n'y aura pas véritablement de changement dans ce qu'on appelle dans les blocs. Mais, comme il a quand même, il a eu durant des années, maintenant il semblerait qu'il prend une autre position, mais enfin il a quand même eu il a toujours été identifié avec la droite, il semblerait qu'il pourrait plus facilement, d'abord par rapport au public des anciens Olim de l'ex-Union soviétique, là aussi il est fortement positionné, là on sait ils sont pour la plupart de droite, donc là il joue peut-être à essayer de prendre des voix des deux côtés, il précise tout le temps qu'il est de droite, etc. Et comme il n'est pas lié avec des partis, parce que vous pouvez me dire, Bougui Ya'alon, c'est un peu la même chose, c'est quelqu'un de droite, mais qui est anti-Bibi. Oui. Mais Bougui Ya'alon, à partir du moment où il s'est rattaché à un parti qui comprend un grand parti, une fédération de partis qui comprend aussi des partis qui sont positionnés à gauche, peut-être pas à l'extrême gauche, mais au centre-gauche, comme le parti de Lapid, donc automatiquement, il y a peut-être des gens de droite qui n'ont pas voulu voter bleu-blanc. Lieberman, n'étant pas fédéré dans ce grand parti,
à mon avis, l'intention d'un côté de prendre des voix de bleu-blanc pour monter en fin de compte le nombre de députés, mais aussi peut-être, n'étant pas lié à cette fédération de partis de bleu-blanc, de prendre aussi des voix de droite et donc d'être en fin de compte celui qui décidera du futur Premier ministre et peut-être penser peut-être dans un cas d'impossibilité des deux candidats Netanyahou ou Benny Gantz de former une coalition, peut-être que comme ça se fait souvent dans les systèmes de coalition, dans les systèmes de monarchie, de constitution parlementaire, peut-être de demander à celui qui est au centre et donc éventuellement, pourquoi pas devenir pour recevoir la proposition d'essayer de former un gouvernement. Oui. Donc voilà, c'est la stratégie. La stratégie est claire. Les gens sont surpris ce matin parce que on a toujours connu Lieberman bien marqué à droite, mais c'est une stratégie qu'il a déjà eue il y a 4 ans. Il l'a eu il y a 4 ans, souvenez-vous, il n'a pas voulu rentrer dans la coalition tout de suite. Il a attendu une année, voyant que il y avait une coalition de droite sans lui, donc il a en négociant le ministère de la Défense, qui en soi était aussi déjà une surprise qu'un parti avec 5 députés puisse avoir le ministère de la Défense, mais c'est sa stratégie. Lieberman ne l'a jamais caché. J'ai été assez proche de son parti à une époque. Je crois qu'il a toujours visé un jour d'être éventuellement recevoir la proposition du poste de Premier ministre. C'est sa stratégie. C'était la stratégie à l'époque de ce qu'on appelait Likoud Beiteinu, c'est-à-dire de remplacer Netanyahou au moment où celui-ci quitterait le pouvoir. Et il semblerait qu'aujourd'hui, peut-être même honnêtement, il étale ses cartes officiellement et il dit voilà, je veux être celui qui, d'une certaine mesure, est réellement au centre et celui qui éventuellement détermine le futur Premier ministre ou peut-être même recevoir soi-même la nomination de Premier ministre. Alors, pour ce dernier cas de figure, ça semble tout à fait improbable. C'est-à-dire comment, selon la loi israélienne, on le sait, le président de l'État doit entamer des consultations le lendemain des élections et il faudra qu'il y ait au moins, on va dire, 61 députés qui recommandent celui qui peut être potentiellement le futur Premier ministre. On voit mal Lieberman obtenir 61 mandats. On ne voit pas pourquoi il obtiendrait les mandats du Parti bleu-blanc ou il obtiendrait des mandats d'autres formations. D'abord, ce sont des choses qui arrivent souvent comme je vous l'ai dit, dans les démocraties parlementaires en Europe. Il y a souvent, pardon, en Italie, ça peut être des fois de temps en temps un Premier ministre peut être nommé dans un parti de charnière. Au centre, c'est vrai que ça ne s'est jamais passé en Israël. Ceci étant, on pourrait, oui, éventuellement, en cas de figure, dans le cas, il est évident qu'à partir du moment où Netanyahou ne pourrait plus former de gouvernement, à ce moment-là, je pense qu'il quitterait la scène politique. Bon, on n'en est pas encore là, bien sûr. Et d'une certaine mesure, avec un nouveau chef du parti Likoud qui ne pourrait pas former de coalition, et d'un autre côté, un Benny Gantz qui ne pourrait pas nommer de former de coalition. Vous savez, ce que vous dites n'est pas tout à fait juste. Le président d'État d'Israël nomme celui qui a le plus de chances de former un gouvernement. Oui. Pas, donc il pourrait être gouvernement majoritaire. Majoritaire, oui. Mais dans un cas de figure bien précis, il pourrait lier la coalition de droite et la coalition de gauche, des partis de gauche, et devenir l'homme le miracle. De nouveau, un cas de figure qui semble très peu probable aujourd'hui, mais ce que je voulais dire, c'est que la stratégie de Lieberman est évidente. C'est d'être le faiseur de roi. Le faiseur de roi ou éventuellement être un jour aussi nommé au poste de Premier ministre. Il ne l'a jamais caché et en tous les cas, s'il ne le dit pas officiellement, pour avoir été assez proche de ce parti, je sais que les gens qui le soutiennent tout autour de lui sont persuadés que ce serait la meilleure solution pour l'État d'Israël. Alors, justement, à propos des gens de son parti, on parle beaucoup de cet électorat russophone aujourd'hui et pendant la campagne électorale, à un moment où on pensait que Lieberman ne franchirait pas le seuil d'éligibilité, eh bien, on disait que finalement les Russes, l'électorat russophone, eh bien, s'est intégré dans la réalité israélienne et qu'il ne vote plus pour un parti qui se définit comme russophone lui-même. Alors, aujourd'hui, est-ce que cet électorat, dont vous disiez il y a quelques instants qu'il était très solidement ancré à droite, est-ce que cet électorat
accompagnera ou va accompagner Lieberman dans cette démarche qui vise peut-être à faire torpiller la formation d'un gouvernement de droite, ou alors est-ce que cet électorat peut dire Lieberman à gauche, on n'en veut pas, on préfère aller au Likoud directement? Alors là, d'abord, de nouveau, il n'a pas dit qu'il irait à gauche, il a dit qu'il ferait en sorte qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Ceci étant dit, si vous posez une très bonne question, oui, il n'a pas d'ailleurs tout l'électorat des Russes. Hein. Il a, disons, on va dire, 50% de l'électorat du Russe, parce que je pense que... C'est surtout les anciens... Les anciens. Il est très populaire chez les anciens, d'ailleurs, qui ne sont pas vraiment intégrés. Je parle de la génération des plus de 60 ans, ceux surtout qui ont des problèmes réellement quotidiens, des gens qui n'ont pas leur retraite, qui ont même, il y a eu un accord avec la Russie, d'ailleurs il n'y a eu un accord qu'avec la Russie, on l'oublie, il n'y a pas eu d'accord avec les autres pays de l'ex-Union soviétique, comme l'Ukraine, comme la Biélorussie. Donc ces gens-là ont des réelles difficultés, ils vivent avec le minimum retraite qui est je me semble, de 2000 shekels, ou comme autour de cela, du Bitoire Loumi. Donc ces gens-là voient en Lieberman celui qui peut véritablement les aider. Et les jeunes, très souvent, est-ce qu'il les a déjà aidés ces dernières années, puisqu'il était à il a essayé, oui, alors là, il va vous dire, j'ai essayé, mais je n'étais pas assez fort pour réaliser. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup, là il faut dire ce qu'il en est, il s'est battu pour que les retraites russes, enfin une partie au moins des retraites que les gens avaient cotisées en Russie, puissent arriver en Israël. Là, il y a eu quand même un résultat. Il y a la plupart des gens d'origine de Russie, je bien précise de Russie, pas des autres pays, ont effectivement aujourd'hui une somme de $400, pas une grosse somme, mais qui est quand même pour des gens qui vivent un petit budget, qui est quand même substantiel. Et donc ils voient quand même comme le parti Israël Beiteinu, donc parti Lieberman, comme celui qui est leur véritable porte-parole. Ceci étant dit, pour avoir discuté avec des gens qui viennent de cette alliance-là, oui, ils ont été très fiers. Ils sont très souvent, vous savez, très éloignés du judaïsme. Ils ont, oui, assez peur de la montée, du monde orthodoxe. Ils sont assez séparés de ce monde-là, et ils ont été très impressionnés par, vous savez, cette volonté de pas se plier au diktat, enfin comme ça ils l'interprètent, des partis orthodoxes. Ils sont très fiers. C'est un peu le tempérament des gens qui viennent de ces pays-là. Et au contraire, il a un regain de popularité dans la population des Juifs d'Union soviétique d'autrefois. Il faut d'ailleurs rappeler à ce propos que lui-même n'est pas russe, hein. Il est moldave. Lui-même, il me semblerait de Moldavie, de Kishinev. Donc, voilà. Enfin, bon, c'est un peu, c'est ça, il n'y a pas tellement de différence. Ce que je veux dire par là, c'est que donc à ce niveau-là, il n'a absolument pas, tout au contraire, mis en danger son électorat de base, qui lui donne en général un minimum de 5 députés à chaque élection. Alors, on a parlé de cet électorat russophone. Est-ce que vous pensez véritablement que Lieberman, après ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, peut glaner des voix auprès d'un électorat de droite qui est déçu par Binyamin Netanyahou? Est-ce que vous, en tant qu'observateur de ce qui se passe dans la réalité israélienne, vous percevez une sorte de frémissement, d'un mouvement de déçus du Likoud, d'un électorat du Likoud qui traditionnellement votait en faveur du parti de droite, mais qui aujourd'hui, après la dissolution de la Knesset, estime qu'il faut peut-être modifier la donne? Alors là aussi, vous posez une bonne question. Oui, je sens un certain frémissement. Est-ce que il est réel? On sent que les gens commencent un peu en avoir un petit peu assez. Ils perçoivent malgré tout une certaine fatigue de lassitude, exactement, dans la gouvernance Netanyahou. Là, peut-être se joue la carte Ayelet Shaked. Ayelet Shaked peut être, pour les gens de droite, qui d'un côté n'ont pas vraiment apprécié la façon de faire de Lieberman, Ayelet Shaked peut être l'alternative.
Donc là intervient tout juste le défi qu'auront ce qu'on appelle le parti de ce qu'on appelle l'Ichoud Miflegot Hayamin, donc de la fédération des partis de droite. Et je crois que si réellement ils acceptent de mettre Ayel Shaked, qui n'est pas pratiquante, mais qui est très appréciée par tout ce qui est par la droite. Et là, il y aura une alternative pour ces gens-là qui sont déçus de Netanyahou et qui votera à ce moment-là ce parti où à la tête serait Ayel Shaked. C'est-à-dire, quitte à affaiblir pour cela le Likoud. Oui, c'est pour les gens dont vous m'avez parlé, les gens qui ont peut-être commencé à en avoir assez de la saga de Netanyahou et de tout ce que l'on dit. Ça doit être vérifié, de l'influence de sa femme, de sa famille, etc. Donc, et aussi de ces tentatives d'échapper au verdict judiciaire. Donc là. Il y aurait, à mon avis, un échappatoire, une façon pour tous ces gens-là d'aller voter un parti où à la tête serait Ayel Shaked. Si Ayel Shaked ne devenait pas le leader de ce grand parti, alors oui, peut-être, vous avez raison, il y aurait peut-être des gens qui seraient tentés à aller voter Lieberman, et alors à ce moment-là, peut-être véritablement empêcher Netanyahou d'avoir ces fameux 61 députés qui pourraient lui donner cette majorité sans Lieberman. Alors là, c'est effectivement une possibilité. Alors, une dernière question, Ariel Picard. Effectivement, on parle d'un frémissement, d'une forme de mécontentement après ce qui s'est passé dans une partie de l'opinion publique. Mais est-ce que vous sentez aussi également ce même mécontentement de la part des élus du Likoud, c'est-à-dire de ceux qui ont une force électorale, ont une force à l'intérieur du parti de droite, qui pourraient remettre en cause, on va dire, le leadership incontesté jusqu'à présent de Binyamin Netanyahou? Non, on le sent pas. On peut dire qu'actuellement, on ne sent absolument pas, à part ce fameux poste de Guidon Sahar il y a un mois, quand il y a, avec une remarque sur son mécontentement de proposer la loi sur la chassinou, de la voie du Comment vous l'expliquez? C'est tout simplement, c'est par tradition. Au Likoud, on a toujours on protège le leader. On a protégé, quand vous pensez que Menachem Begin avait perdu 7 élections entre 1948 et 1977 et on n'a jamais remis son leadership. C'est par tradition. Mais il est évident que si les ressentiments sont là, officiellement, on n'entend rien. Ceci étant dit, s'il devait y avoir de mauvais résultats pour le Likoud le 17 septembre, là, à ce moment-là, à mon avis, il y aura tout de suite un renversement de palais, et à mon avis, Netanyahou devrait à ce moment-là quitter le Likoud. Donc, il n'y a pas, parce qu'on est en période électorale, on veut pas, personne ne veut, au fond, donc tous les ministres ne veulent gagner, enfin ils veulent rester au pouvoir, donc on ne remettra pas en cause le leadership de Netanyahou, sauf si vraiment on arrivait à quelques semaines des élections avec des résultats de sondage très 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 négatifs pour le Likoud, ce qui m'étonnerait. À ce moment-là, il pourrait y avoir peut-être une sorte de fronde, mais pour l'instant, non, je ne sens rien et je ne vois pas une possibilité pour l'instant. Je pense qu'on est en période électorale, on resserre les rangs et officiellement, il n'y aura pas réellement de remise en cause du leadership de Netanyahou. Eh bien, Ariel Picard, merci beaucoup de nous avoir aidé à décrypter un peu cette situation complexe, en particulier au niveau de la personnalité d'Avigdor Lieberman et de ses objectifs actuels. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Tov et bonne journée. Merci.